Eh bien, bonjour à tous. Nous voici de nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face. Et ce soir, j'ai l'honneur d'avoir un invité exceptionnel, Monsieur Jean-Pierre Thibault. Bonjour Silvano, enchanté. Et puis voilà, pour notre première entrevue, je suis très honoré de t'avoir Eh bien, en merci visu Jean-Pierre. et de t'écouter. Voilà, tu es très pertinent et j'adore tes émissions. Et j'avais trop envie en fait qu'on parle comme deux bons vieux copains, voilà, dans un bar et on va parler de nos vies, de nos expériences et de nos connaissances. Voilà. Exactement ça. Alors, pour vous donner quand même un petit peu quelques secrets déjà entre Jean-Pierre et moi, c'est que bon, on se côtoie depuis longtemps et j'ai avec cet homme-là des discussions passionnées et passionnantes parce qu'il a plein de choses il m'apprend plein de choses. Vous allez voir, vous allez découvrir qu'il est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Qui déjà, Jean-Pierre, déjà, tu es d'une très, très, très vieille famille templière. Tu es un templier, puisque tu descends du comte Thibault de Champagne et que tu as retracé tes origines jusqu'à l'an 1102. C'est ça, exactement. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir une hérédité, mais qui a été longtemps cachée, euh, parce que à l'époque où j'en ai pris conscience, j'ai fait mon arbre généalogique et voilà, je suis remonté à un moment donné où j'ai été bloqué et puis par un hasard, une personne de la mairie à Chalon-sur-Marne, exactement, était de ma famille, était sur une branche de ma famille et elle s'est passionnée pour cette histoire. Parce que j'ai toujours entendu dans ma famille des hommes très spéciaux, pardon, qui venaient et habillés en costume, avec des habits très particuliers, des épées, voilà. Donc ça s'est dit, mais c'était très caché. Je parlais à ma mère, elle voulait pas en parler, à ma grand-mère, pas en parler, tout ça très caché. Et puis voilà, on est remonté jusque voilà à Hugues Ier de Champagne, qui a été un des 9 Templiers qui a suivi Hugues de Payne. Et voilà, donc on connaît énormément l'histoire des Templiers et tout le fantasme qu'il y a dessus. Et donc ça, on en parlera, je pense, beaucoup même. Et voilà, quoi. Ça a été un grand moment pour moi. Donc, j'ai appris quand même pour la petite histoire que ma branche de ma famille a été reniée parce que justement, un de mes descendants n'était pas en accord avec ce qui allait se faire dans les Templiers après Jérusalem, après Saladin, enfin, etc. Après les découvertes de quelque chose. Je n'en dirai pas plus. Et donc voilà, donc on a été renié et très très récemment, à l'occasion de mon mariage, on a redoré mon nom. Voilà, des comtes de Champagne, les comtes de Thibault. Donc ma famille a été réhabilitée. Voilà. Ça c'est pour la petite anecdote historique et héréditaire. Alors, il est vrai que pour nos amis auditeurs, Jean-Pierre est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. On pourrait faire une émission de 8 heures, rien qu'avec lui. Aujourd'hui, cette première émission, c'est une émission découverte. On va aborder certains sujets. Et ensuite, en fonction de vos commentaires, de ce que vous appréciez ou pas dans ce qu'on a abordé, on pourra faire d'autres émissions où on fera des focus sur des items bien précis, parce que évidemment, ne serait-ce que avoir quelqu'un comme ça de la lignée templière aussi ancienne et historique,
on pourrait, vous le comprenez bien, faire une émission rien que de 4 heures là-dessus, même si, comme l'a déjà dit Jean-Pierre, il y a des choses qui ne peuvent pas se dire. Alors, il ne faut pas que ça rentre dans une fantasmagorie Exactement, ouais. conspirationniste. Hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que il y a des secrets. Et s'il y a des secrets, c'est qu'ils ne doivent pas être révélés comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Oui, tout à fait. Sans rentrer dans une polémique, vous voyez bien, on est dans l'actualité. Quand on rentre dans l'histoire d'une famille, et je pense à Johnny Hallyday, ça remue beaucoup de choses. Donc, sans être, voilà, sans fantasme, il y a des secrets de famille, il y a des secrets templiers qui ne se disent pas. Ce n'est pas parce que, voilà, c'est pas de la conspiration, c'est juste parce que ça fait partie de la famille. Voilà. Et alors, toi, après, on ne revient pas si après ou pas sur les Templiers. Euh, en fait, quand tu étais jeune, quand tu étais adolescent, en 1992, il t'est arrivé quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Ouais. Là, ça a été un grand, grand, grand tournant de ma vie. Ouais, ça c'est vrai. Donc, pour vous situer un petit peu, je suis à Montpellier, je passe mon bac scientifique, je fais une petite licence de chimie, après un petit DU de phyto et aromathérapie, et je fais mon armée. Bon, ça c'est un détail. Et, euh, et puis j'ai des amis qui, vous savez, donc on est en 1990, hein, là, c'est le gros mouvement New Age. Donc j'ai une amie qui est dans la lithothérapie, elle travaille avec les pierres, les cristaux, elle travaille avec des guérisseurs brésiliens et tout. Moi, je suis scientifique, licence de chimie. Elle me parle de choses, de chimie minérale, euh, de cristallographie, les systèmes cristallins, la mise en place, etc. Me parle de choses que moi, en tant que scientifique, bon étudiant consciencieux, une petite personne de 50 ans, les cheveux gris, habillée tout en blanc, ça me fait bizarre, quoi. Donc, comme un bon vieux scientifique, j'essaye de débouter ce qu'elle dit, quoi. Hein. Mais au fur et à mesure que j'essaye, je me heurte euh, à quelque chose de fort. Et je suis assez ouvert comme gars, donc j'écoute, je regarde. Et je fais des conférences avec elle, j'écoute ce qu'elle dit, je la suis dans des salons, etc. Et tout, quoi. Donc, et puis il y a une amitié. Moi, tu comprends bien, une amitié où j'adhère pas du tout à ses idées, mais je suis très curieux et j'essaye de comprendre déjà, j'essaye de comprendre pourquoi ça fascine tant de gens. Donc je rentre là-dedans avec le New Age, Blavatsky, tout le bordel là, pardon. C'était pour moi, c'était, je dis mais je suis tombé dans des fous là. Puis voilà, puis vraiment une grosse amitié et très sincère et a été pendant quelques années était là quoi. Puis un jour donc en 92, elle me téléphone et elle me fait, tu sais qui j'ai dans mon jardin? Ah, je dis non. T'as qui la chienne, etc. Et tout. Elle me dit non non. Elle me dit j'ai un moine taoïste. Je dis pardon. Ouais, ouais, j'ai un moine taoïste. Je dis, mais un moine taoïste et tout. Il faut que je t'avoue quand même que le film qui m'a le plus passionné et qui a passionné plein de monde de ma génération, c'est Karate Kid. Qui n'a pas vu ce film et qui n'a pas voulu avoir un maître qui enseigne les arts martiaux? Je faisais de l'aïkido, je fais toujours des arts martiaux depuis jusqu'à maintenant. J'ai dit, waouh, je vais faire le moine Shaolin, ça va être top, quoi. Et bien j'ai fait ma valise. Hein. J'ai laissé la femme, la maison, la voiture de sport à l'époque, et j'ai pris mon baluchon. Je suis monté. Elle était à l'Odève. Il était venu à l'Odève, donc un peu au-dessus de Montpellier, dans le Larzac, à côté du lac du Salagou, qui est un lac très intéressant. Et puis voilà. Puis je suis arrivé vers elle et elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit je viens voir le maître taoïste, je viens me faire enseigner. Non, mais il veut personne.
il fait une retraite, il veut personne. C'est justement, il nous a choisi nous parce que j'ai une yourte, il y a son terrain à 30 km autour, il n'y a pas une habitation, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a rien. Et je dis non mais si, non mais non. Et puis bon après, je sais qu'elle amène à manger tous les 15 jours à ce maître. Donc j'ai dit bah je vais apporter à manger quoi. Et j'ai apporté et puis bah, il n'y avait aucun contact, il parlait pas français, un anglais approximatif. Et je voyais bien que bah, j'étais absolument pas désiré, quoi. Mais pas du tout. J'étais complètement rejeté même. Et si tu veux, ce qui m'a sauvé, c'est ma chienne. Je fais une petite dédicace à Yola. Voilà, c'était ma chienne. Elle s'appelait Yola des Léonides. Tu vois. Et, euh, et en fait, il est tombé amoureux de ma chienne. Et à chaque fois que je montais et lui donnais à manger, il sortait et ma chienne s'amusait avec, il tournait autour, il rigolait. Voilà, c'était un petit bonhomme, hein, il faisait 1 mètre 60, comme tu imagines, tu sais, avec la barbe, la petite barbe blanche, les cheveux assez longs, toujours bien coiffé et habillé simplement avec une canne. Et puis voilà, il s'amusait, et toujours avec ma chienne, quoi. Et puis un jour, il rentre dans la yourte, ma chienne le suit. 10 minutes, 30, 1 heure. Ouh, Yola, allez, viens, on rentre à la maison. 2 heures. Je dis là. Alors moi, je suis très respectueux, tu sais, on m'invite pas, je rentre pas. Mais là, 2 heures, c'est ma chienne, tu vois. À un moment donné, je tape. Enfin, je tape. La yourte, il y a un petit montant en bois, je tape. Personne ne me répond, évidemment. Je écarte les ponts, je rentre. L'ambiance est magique, hein. C'est un truc de magique. C'est, n'oublie pas, hein, j'étais étudiant chez mes parents, dorloté, euh, donc d'une éducation, pardon, j'ai toujours été dorloté. Après, j'ai eu la femme de l'époque, j'avais ma petite maison. Enfin, toi, j'étais le cocon. Moi, à part mon sport, la planche à voile, voilà, je connaissais rien de vraiment exotique. Et je rentre, je vois le poil, la moquette, vraiment des tentures magnifiques. Et je vois le petit bonhomme assis, avec ma chienne assise, et ils étaient en train de se parler sans se parler. Lui, il faisait quelque chose, et ma chienne le regardait. Et je faisais, oh Yola, viens, bougez pas. Et je fais, oh, tu vois, comme on peut faire. Là, puis je commence un peu à m'énerver quand même, faut être honnête. Et là, je le vois encore en train tu sais, de tourner quelque chose. Il s'arrête, il se tourne vers moi, et puis il me montre du doigt, tu sais, il fait. J'ai fait, moi, je dois rester ici? Et il fait oui. Et pendant 1 an, j'ai resté avec lui. Waouh. 1 an. 1 an. Énorme. Voilà. Ouais, c'était. Bon, tu dois l'entendre un petit peu dans ma voix. C'est toujours une émotion. Là, chez ma femme qui est juste en face de moi, elle a entendu 15 000 fois mais c'était magique parce que c'est pas moi, c'est ma chienne. Je crois que c'est ma chienne qui a dit ouais, regarde, écoute, regarde le style là. Bon, c'est un maître, bon, il est un peu cartésien, un peu.
mais il a peut-être un bon fond, tu pourrais peut-être faire quelque chose pour lui. Voilà, toi, c'était rigolo, quoi. Et ouais, et je suis resté 1 an avec lui et ça a été un bouleversement énorme. Toute ma vie est passée, s'est retournée, quoi. Tout. Raconte, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Waouh! Alors là, c'est plus 8 heures, hein. Donc là, chers auditeurs, nous allons entamer une longue, longue, très, très longue série d'aventures avec nous. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a appris, il m'a appris à être ce que je suis. Donc après, voilà. Moi, pendant l'année, si tu veux, j'étais avec quelqu'un que je le regardais vivre. Juste ça. Et j'essayais de comprendre. Parce qu'il y a une chose qui m'agaçait, c'est quand on faisait des promenades, par exemple, avec ma chienne, lui, il s'arrêtait de marcher, ma chienne s'arrêtait, ils regardaient tous les deux quelque chose. Et moi, j'étais là, je regardais ce qu'ils regardaient et je trouvais rien. Je voyais rien. Mhm. Et le plus agaçant, c'est que mon maître, qu'on va l'appeler, hein, il s'appelait Yo Shang-Fu, et mon maître Yo, il me disait, enfin, il me disait pas, il regardait ma chaîne et puis il haussait les épaules, quoi, en disant, il voit rien, il voit rien. Et si tu veux, bah, ça a été un apprentissage. C'était un apprentissage, comment dire, je ne veux pas parler de purification parce que on va en parler quand même parce que c'est le mot, mais sans connotation autre que que son véritable terme. C'est voilà, c'est pendant déjà, toi, les 3 premiers mois que j'ai resté avec lui, c'était juste un apprentissage. Comment se laver, comment se nourrir, apprendre à écouter les 5 sens, tout simplement. Apprendre les rythmes. J'ai appris qu'il y avait 5 rythmes. Bon, c'est vrai, c'est la c'est la c'est la c'est l'alchimie taoïste, c'est vraiment leur culture, hein. Le numéro 5 est très important. C'est la bioénergétique chinoise, tout ça vient de là. Mais il m'a appris aussi à respirer, à prononcer des sons curatifs, des sons très spéciaux. Et en fait, tout cet apprentissage m'a amené à me confronter à une limite. Et cette limite, j'ai appris bien, bien plus tard que cette limite, on pouvait l'appeler dans le chamanisme, ça s'appelle le rite de démembrement. Qu'est-ce que Alors, qu'est-ce que le rite de démembrement? Ça y est, on part dessus. Hein, on va pas. Mais pourquoi tu dis on est chez les maîtres taoïstes et puis après tu parles de Je chemin. parle de chamanisme. Oui, voilà, oui. On va clarifier ça pour les auditeurs parce que c'est vrai que c'est pas du tout clair. Euh, Tu sais que bon, le terme chamanique, il est très récent. En fait, c'est des anthropologues qui ont utilisé un mot pour parce qu'ils se sont aperçus que dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de continents, il y avait toujours un même rituel, un même apprentissage. On va parler plutôt comme ça, un même apprentissage, et que il y avait des hommes ou des femmes qui qui étaient différents des autres. Que cet apprentissage, il l'avait reçu par hérédité, parce qu'on les avait désignés comme ça, mais jamais par un acte volontaire
Il n'y a pas un guerrier ou un chasseur, il s'est dit, bah, moi j'arrête la chasse, je voudrais être sorcier, chaman, guérisseur, voilà, il y a tous ces mots-là. Donc c'est vrai, c'est beaucoup plus facile dans notre société actuelle de parler de chamanisme. C'est un mot que, il y a deux mots que j'aime pas de prononcer, c'est chamanisme et coach. Parce que c'est vraiment deux mots fourre-tout, où on met tout dedans. Donc, je vais parler de chamanisme ancestral, hein, on va faire comme ça, de peuples qui ont été, qui sont vraiment en voie d'extinction forte. Donc, on va appeler les Amérindiens, on va appeler les aborigènes, les Dogons en Afrique, les Tangouzes en Sibérie, et il y a les maîtres taoïstes, donc qui ont aussi les mêmes rites de passage ou d'apprentissage de quelque chose. Et ce Et, quelque chose, et c'est chez quelque... nous, Oui. nos anciens sorciers, druides, qui ont tous déjà, hélas, disparu. Enfin, disparu. Voilà, exactement, exactement. Et après, on a aussi voilà, une forte tendance chamanique celtique, on va l'appeler comme ça, euh, qui vient voilà, sans doute du nord, sans doute de la Sibérie. Il y a pas de doute. Maintenant, je savais pas ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai vécu ces étapes-là euh, pas comme un jeu, hein, comme quelque chose que je devais faire, mais par curiosité, par défi. Hein, il est comme ça, je vais être comme ça. Mais on ne s'est jamais mis dans un rapport maître-disciple, jamais. Il m'a jamais dit fais ça. J'ai suivi, il m'a accompagné et, et au fur et à mesure que j'étais bon élève, bah, je pense qu'il a augmenté la dose et j'ai eu une forte dose. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne. Ouais, parce que c'est pas des vacances, hein. Euh, non, Ouais, surtout quand c'est 365 jours sur 365, ouais. 24 heures sur 24. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de répit. T'es dans une machine qui te broie jusqu'à temps de te révéler. Voilà, c'est un peu, tu sais, la parabole du pain. On prend le grain, on, on enlève le mauvais grain du bon grain, on le moue, on lui tape dessus, on le pétrit, on le frappe, tu vois, pour qu'il devienne plus blanc. Après, on le fait cuire et ça devient du pain. C'est tout un processus qui est là. Et chez nous, par exemple, dans le Moyen Âge et tout, pareil, l'alchimiste qui est dans l'opératif, qui n'est pas dans celui qui veut faire de l'or avec du plomb, mais qui veut se transformer lui, il est dans un principe, on va dire, chamanique. Mais là, je suis très conscient que ça paraît toujours obscur hein, pour l'auditeur, parce qu'il y a tellement d'informations. Bien, c'est sûr. Donc, alors, on va mettre tout de suite. Euh, il n'y a pas de chaman. Euh, non, allez. Il faut pas confondre un chaman avec un guérisseur ou avec quelqu'un qui prépare des plantes ou avec quelqu'un qui peut voir l'avenir ou qui parle aux esprits. C'est très particulier. Un chaman paye. Un chaman, c'est quelqu'un qui a été blessé, qui est blessé, qu'on blesse
pour qu'il guérisse. Et c'est sa guérison qui l'amène à entrevoir d'autres états, d'autres dimensions, autre chose. Mais avant tout ça, c'est vrai qu'on parle souvent dans le chaman de mort symbolique. Hein, voilà. Faut savoir que moi, voilà, ça s'appelle démembrement initiatique, hein, ce rituel, où, si tu veux, il y a trois chez les chamans un peu, enfin, dans cet apprentissage, il y a ce qu'il y a au-dessus, nous, et ce qu'il y a en dessous. Hein, tu vois, Hermès Trismégiste, on est là, mais tu verras que on va pouvoir l'étendre à plein de choses, ce concept. Mais le ciel, si tu veux, ça va être un peu l'extase. On va être dans une sensation de grâce. On va voir les choses belles. On va avoir des révélations, plein de choses qui vont sortir de notre mémoire et qui va nous rendre vraiment très joyeux. Et c'est une étape essentielle. C'est une étape essentielle parce que ça va nous donner de la motivation et de la volonté pour continuer. Et c'est la première? Ouais, c'est vraiment la première étape. Bah, c'est quand tu découvres, moi, voilà, je vais juste te donner un petit exemple que je donne souvent parce que les exemples, c'est des exemples qui m'ont beaucoup frappé. C'est par exemple de marcher 10 mètres en 1 heure. Wow. Voilà. Wow. Sans s'arrêter. Oui. Il y a toujours le mouvement. J'ai bien dit, marcher 10 mètres en 1 heure. Ça doit être extrêmement difficile. C'est hurlant. Le corps, il hurle parce qu'il ne fonctionne pas comme ça. Il n'a jamais appris à fonctionner aussi lentement. Mais tu découvres énormément de choses. Ton oreille, elle devient hyper active. Tu entends plein de bruit. Et là, c'est un bonheur. Tu te dis, mais j'ai passé à côté de ça. Quand je fais ma randonnée, je veux arriver au sommet le plus rapidement possible. Je passe à côté de plein de choses. En fait, je ferme mes oreilles. Je suis un cheval avec des œillères. Je trace et j'entends rien. Donc, toi, c'est cette petite extase que tu peux avoir sur plein de petites choses comme ça, quoi. La seconde étape, on a monté, ton avis, on va descendre. C'est sûr. Et voilà. Donc, la descente aux enfers, là, c'est violent. C'est violent. Il y a plein de choses qu'on ne veut pas voir de notre vie. Déjà, juste, hein, comme je dis souvent, hein, la première étape, hein, l'ego, hein, le miroir. Déjà, se regarder. C'est une descente aux enfers. On n'a pas l'impression, hein. Mais regarde, on se rase. On se rase, on regarde le rasoir. Mais nous, est-ce qu'on se voit? Quand on arrive sur le vraiment, tiens, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Non, on passe vite. Ouais, on passe vite, très vite. Donc, ouais, alors bon, je vais passer un peu cette descente aux enfers. On y reviendra. Et bien, la troisième étape, c'est une reconstruction. Et cette reconstruction, c'est vrai, elle passe par la terre, nous. Les petits plaisirs de la vie, mais les petits gestes du quotidien qui vont t'apprendre justement à purifier, donc à bien savoir se laver, bien savoir se nourrir, comment éplucher une carotte, comment éplucher une pomme. Donc pourquoi on l'épluche dans un sens et pas dans l'autre? Parce qu'elle pousse dans un sens et pas dans l'autre. Tout d'un coup, tous nos gestes deviennent importants et sacrés. Donc, c'est une sorte de libération. Et on vit une mort, c'est vrai, hein, une mort symbolique de ce qu'on était avant et de maintenant ce qu'on est. Malheureusement, beaucoup de traditions chamaniques, néo-chamanisme, s'arrêtent là, à cette mort symbolique. Mais dans le chamanisme véritable, c'est le début. Ça veut dire que là, tu viens de passer ton examen. Ok,
tu veux être chaman, on passe cet examen-là. Est-ce que tu es reçu ou pas reçu? Et c'est pas toi qui le décide. Je dirais même, c'est pas le maître qui décide ou le chaman qui t'initie. C'est autre chose. Alors, on en parlera. Et, euh, et en fait, c'est pas une mort initiatique qu'on vit, c'est notre naissance, juste notre naissance. Voilà. Et ça, c'est un travail que j'ai eu la chance de rencontrer Elisabeth Kubel-Ross et sur la mort et avec son travail qu'elle avait fait avec Stanislas Grof, justement sur la naissance, les trois stades véritables de la naissance, où je te dis, toi, l'extase que tu as en premier, bah, c'est quand tu es dans les premiers 3 mois dans le ventre de ta mère, bah, tu es un petit fœtus et tout est grand au-dessus de toi. Et il n'y a aucune limite. Tu peux mettre tes bras, tu peux t'agiter dans tous les sens, tu touches aucune limite. Et par contre, tu entends énormément d'informations émotionnelles, d'informations vibratoires, d'informations de bruit, de sensations. Et mais c'est une overdose, tu vois, c'est une overdose. C'est pour ça. On dit que le fœtus, il est en extase dans cette période-là. Il arrive, bien sûr, à un moment donné où bah, il devient grand, hein, et là, il commence à avoir une limite. Et cette limite, bah, il s'aperçoit qu'il n'est plus seul. Il n'est plus dans une extase de sensations. Il découvre qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui donne des sensations. Et il est en train d'essayer de voir quelles sont ses sensations à lui et quelles sont les sensations à l'autre. Ouais, tu commences un petit conflit émotionnel que les comportementalistes, bien plus tard, les médecines cognitives, neuro, etc., bah, on commence à mettre le point dessus. Tu vois. Déjà, dans notre petit apprentissage de petit chaman, on tape dedans. Euh, mais voilà, alors, la descente aux enfers, cette fameuse phase numéro 2, bah, c'est les contractions. Hein. C'est quand tu es dans l'utérus et que tu peux plus grandir parce que l'utérus, il peut plus. Il y a un danger. Il y a un danger de mort. Et bah, voilà, c'est ton premier, ta première angoisse, ton premier rapport à la mort. C'est pour ça qu'on l'appelle mort symbolique. Et en fait, c'est ta naissance. C'est ton premier rapport à la mort. C'est-à-dire que si tu passes pas par ce col, tu es mort. Tu meurs. Et l'enfant le sait. On le sait. Quand on revit notre naissance dans ce rite, on revit toutes les douleurs, toutes les souffrances et tous les appels au secours à la maman, on va dire, ou à cette chose qui est au-dessus de nous, pour nous aider à passer, quoi. Et bah, il y a le passage après, toi, ce passage très restreint, ce tunnel avec la petite lumière au fond, tu vois de quoi je parle. Bien sûr. Et donc, et ça, c'est une agression. Il y a tout là. Il y a la mastication. Comprendre qu'un col, c'est pas quelque chose qui s'ouvre et puis comme un bon tuyau de pompier et l'eau qui sort et le bébé avec. Non, non, c'est des contractions. C'est le col serre, il a un mouvement. Donc c'est comme une mastication. Le bébé est mastiqué, il est mangé. Mhm. Ça, c'est pour tous ceux qui font la psychanalyse freudienne, etc., et jungienne. On va y voir. Après, voilà, et c'est une agression orale. Donc, toi, le stade anal, oral, etc. N'oublie pas aussi que quand le bébé est né, des fois, il y a la femme se lâche de plein de choses. Donc, le bébé peut naître aussi avec la matière fécale qui est restée, etc. Parce que tout lâche, tout se libère. Et c'est un stade où, voilà, le bébé ressent tout ça. Donc, tu vois, l'agression, la psychologie comportementale de la phase dite anale, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une descente aux enfers. Mhm. Et après, eh ben, il y a la libération. La tête passe, tout passe. C'est le saut à l'élastique, le lâcher. Et voilà, il meurt
à son stade d'avant. Et il arrive dans un autre endroit qui est une libération, mais qui devient une souffrance aussi parce que l'air fait mal dans les poumons. Parce qu'à l'époque, à mon époque, j'avais droit à deux, trois petites claques dans le dos, histoire de bien décoller le poumon. J'avais droit aussi à la petite plaque d'alu bien glacée d'une salle d'op. Hein, voilà, on n'avait pas conscience. Hein, le bébé est un bout de viande qui était jeté. Maintenant, on a vraiment, vraiment bien progressé là-dessus. Alors que le bébé, c'est un roi émotionnel. Il ressent tout, quoi. Il ressent tout, tout. Quoique, moi je reproche aujourd'hui encore de couper le cordon ombilical bien trop rapidement. Oui, mais oui, oui. Il faut absolument laisser un temps le bébé sur le ventre parce que euh, moi j'ai eu un sentiment d'abandon très fort et quand j'ai revécu ma naissance, je me suis aperçu que ma mère m'a accouché dans les coliques néphrétiques et elle a failli y passer. Donc moi, on m'a coupé le cordon, on m'a jeté sur une plaque d'alu froide et ma mère est partie. J'avais plus aucun contact parce qu'elle est partie loin. Elle est partie, que ça soit loin, elle n'est pas partie à 800 km, elle est partie à 10-30 mètres. Mais pour le bébé, c'est inaccessible. Donc moi, voilà, moi j'ai eu le sentiment d'abandon. Bien sûr, ma mère, elle a eu le sentiment de culpabilité. Bon, tout se greffe à ce moment-là, après, et on voit les dégâts. Et voilà, moi, j'ai eu la chance dans ce rite de revivre ma naissance et de comprendre plein de choses. Après, quand je donne des détails à ma mère, elle me dit, mais non, t'étais pas là. Ben si, j'étais là. Oui, j'étais là. Bien sûr que j'étais là. Et là, tu as revécu ta naissance grâce au maître taoïste, enfin, Ouais, bien grâce sûr. au moment qu'il Ouais. t'a. Voilà, ce qu'on appelle voilà, ce démembrement initiatique. On te refait revivre cette naissance sans vraiment te le dire. Hein. Moi, je me suis démerdé 20-30 ans à comprendre. Donc c'est pour ça, après, je me suis lancé dans la psychologie, la psychanalyse, tout ce qui pouvait me remettre un- une rigueur, hein, une rigueur cartésienne sur tous mes vécus sensoriels et vécus de 1 an. J'ai mis 20 ans, hein, 20 ans à digérer ça. Moi, ce que j'ai bien aimé dans la description, c'est quand tu disais que quand le bébé il est dans le ventre de sa maman et qu'il perçoit tous les sons, toutes les vibrations, et qu'il reçoit beaucoup d'informations. Et j'ai l'impression qu'on est fait pour comprendre ce langage-là, ce sens-là, et Tout à fait. qu'après, hélas, on perd tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Dans la Kabbale hébraïque, on appelle ça les trois voiles, lines of air, lines of. Hein. Et ben, c'est quand on est, en fait, les voiles tombent et tout l'émotionnel qu'on a vécu est figé. Mhm. Et toute notre vie, en fait, d'enfant, de 0 à 7 ans et de 7 à 14, c'est par notre corps qu'on va essayer de retrouver cette mémoire émotionnelle. Et oui. Voilà, ça c'est dans le cadre idyllique. Et ça peut engendrer pour des personnes pour qui ça se passe mal, aussi bien des désordres neuropsychiques que ensuite des désordres même pathologiques, quoi, des maladies. Tout à fait. Oui, bien sûr. Mm, Ouais. bien sûr. C'est hyper intéressant ça. Mm. Et toute cette tu as réussi à revivre ta naissance, tu as eu besoin de faire appel à ce qu'on appelle des herbes hallucinogènes. Il y avait une pharmacopée qui accompagnait ce maître taoïste ou c'était juste de l'enseignement sur toi? Alors, t'attaques fort. Tu attaques fort. Euh, Comme je te dis, alors, on touche ce que je me bats et je me battrai tout le temps. Euh, Il y a des moyens.
des états modifiés de conscience. On ne Mhm. peut pas faire un travail comme ça sans les aborder. Mhm. Maintenant, celui qui t'enseigne, si tu n'as pas fait ton travail, il ne les aborde pas. Ouais, c'est sûr. Mais ça peut être les plantes, mais ça peut être le tambour, la danse, euh, tout moyen de t'amener à modifier le fonctionnement du cerveau. Mhm. Donc, en fait, à forcer la communication qu'il y a entre ton hémisphère droit et ton hémisphère gauche via le corps calleux. Donc, le corps calleux, c'est cette matière qui relie l'hémisphère droit de l'hémisphère gauche. Voilà. Donc, par exemple, tu disais tout à l'heure de pathologie. C'est vrai que quand on est plus d'un hémisphère que d'un autre, ça peut engendrer des dyslexies, des dysgraphies, etc., un problème de coordination et tout. Ça, c'est dans le physique. Mais après, quand tu vas aborder tes plantes, le tambour, la danse, tu vas obligatoirement te connecter à ton hémisphère qui va être pas analytique. Mhm. Donc, hein, c'est l'hémisphère droit, normalement, euh, qui, euh, qui, comment dire ça plus simplement, lui, ce qu'il veut, c'est les formes. Mhm. Mhm. Il veut pas, lui, quand il voit une table, il voit la table en forme. Mhm. Il s'en fout que ça s'appelle table. Et bien sûr. Ça, c'est l'hémisphère gauche. C'est lui qui Mhm. va dire non, mais ça, c'est une table. C'est comme tu as vu, la vision centrale, elle est précise, euh, mais c'est elle qui va nommer, qui va lire, qui va décrypter. Mais par contre, celle qui donne le plus d'informations, c'est ta vision périphérique. C'est elle qui va te fournir, qui va être plus enrichie de décrypter les ondes lumineuses. Voilà. Donc, notre cerveau, il est super bien fait. Sauf que notre culture, notre éducation, nous a amené à se centraliser sur l'hémisphère gauche, Mais à c'est sûr. nommer les choses, à décrypter les choses. Et si on visite, par exemple, voilà, le chamanisme, c'est une forêt, on a deux façons de l'aborder. Soit on rentre dans la forêt et on décrit arbre par arbre, écorce par écorce, feuille par feuille, racine par racine. Et on passe un temps immense à décrypter tous les arbres. Et on dit, voilà, je connais la forêt, il y a 2807 pins, etc., etc., etc. Mhm. Mhm. Mais est-ce qu'on connaît la forêt? Et oui. Alors la deuxième vision, c'est prendre un hélicoptère, survoler, et on dit, ouais, je connais la forêt, elle a cette forme, etc. Mais est-ce qu'on connaît la forêt? Non, parce qu'on ne sait pas quelles sont les espèces qui vivent dedans. Donc, c'est toi cette communication, et c'est ça l'état de modifié de conscience qu'on essaie d'avoir, c'est comment on peut rentrer une information globale dans le local, Mhm. précis. Mhm. Et ça, on ne peut pas le faire en conscience. Et oui. On est obligé de se mettre dans un état forcé. Mhm. Et ce maître taoïste, tu disais au début, Karate Kid, il travaillait aussi des arts martiaux. C'est quelque chose. Exactement, bien sûr. Ça fait une C'est grosse différence par rapport justement aux druides et aux sorciers qui, eux, de ce côté-là, s'en fichaient un peu. en fait non, Ah, parce que on nous cache toujours ça. ah oui. Euh, Parce que imagine, moi je dis toujours souvent ça. J'avais arrêté les arts martiaux à un moment donné de ma vie et il y a un besoin intérieur qui m'a dit de me remettre très très fort dedans. Alors on va faire une petite image. Hein, voilà, on a un chaman brut de pomme, comme tout ce qu'on pense, qui
va dans l'autre monde, va chasser les démons. Mhm. Ah, il va les chasser, nanini, nanana, tout se passe bien, il revient, ouais, c'est super. Qu'est-ce qui empêche un démon de prendre quelqu'un de sensible, de quelqu'un qui est vulnérable, Mhm. de lui donner un couteau Mhm. et de tuer le chaman? Mhm. Un chaman, il a ses protections, bien sûr, dans d'autres dimensions, ok, mais il a intérêt à avoir une protection dans son monde, dans son Mhm. corps. C'est un Ouais, ouais. réceptacle, le corps. Mhm. Une fois, une fois que le corps est mort, le chaman s'arrête, bien sûr. Il y a autre chose qui va être toujours là. Mhm. Mais dans l'action immédiate et pragmatique de la matière, Ouais. il est mort. Ouais. Alors toi, tu dis que moi j'attaque fort, mais alors toi, j'attaque encore plus fort. Là, maintenant, on est passé au démon direct pour ceux qui... Non, ouais, mais ouais, on va y aller tout doucement là-dessus aussi, parce que là, il y a 200 000 heures à décrire là-dessus. On y viendra doucement. Tu sais, pour les taoïstes, les démons, en fait, pour eux, ce sont les désordres dans le corps. Ah Et, oui, tiens, ouais. raconte-moi ça, comment ça? Bah, style, par exemple, la colère est un démon. Ouais. Hein, Oui. c'est donc les désordres émotionnels emmènent des perturbations dans le corps. Généralement, ça va perturber l'organe du foie. Voilà. Mhm. Donc, voilà, le chaman guérisseur s'il voit ce démon colère, va aller voir le foie, va regarder les fascias, donc le tissu conjonctif qui est autour du foie. Et si le tissu conjonctif n'est plus souple, n'est plus harmonieux, enfin au toucher, voilà, il n'est pas cristallisé, Mhm. euh, le foie n'est pas touché, donc la colère reste quelque chose qui est de la pensée, on va dire. Hein. Mhm. J'utilise des mots, mais on mettra bien les choses en place plus tard. Et par contre, si le foie est touché, là, il dit que le démon est rentré dans le corps Mhm. et commence à faire le désordre. Mhm. Donc c'est souvent aussi le terme de chaman, tu peux l'entendre, les maîtres du chaos ou les maîtres du désordre. C'est pas qu'ils foutent le bordel, hein. Mhm. C'est que ils ont cette capacité à voir ce qui est pas harmonieux dans le corps. Mhm. Ils voient le désordre Mhm. et ils le remettent en ordre. Comme Yeah. un bon vulgaire plombier qui rentre dans ta maison ou un électricien, eh ben, il va regarder le tableau de commande et il va voir où est le désordre. C'est exactement les principes de la vraie médecine chinoise, quoi, ça c'est sûr. Exactement. Mais ces principes-là, s'ils sont vrais pour les petits Chinois, Mhm. ils sont vrais pour n'importe quel thérapeute sur ce monde. Bien évidemment. Voilà. Donc, euh, voilà, le chaman a besoin du corps pour travailler. Mais toi, par contre, bon, pour en revenir au démon, quand tu as rencontré ce maître taoïste, tu étais cartésien, euh, les démons, pour toi, ça n'existait pas. Là, tu les as certainement découverts. Quelle a été ta réaction? Déjà, ils n'étaient pas appelés démons. Ah. Donc, ça, c'est après, c'est ça, les gens, ils ne comprennent pas que chacun utilise des mots en accord avec sa culture, Mhm. avec, euh, euh, avec ses rêves, ses fantasmes, ses problématiques émotionnelles. Mhm. Un chaman, quand il travaille, sa première chose, c'est de se faire un corps solide Mhm. et purifié. Je vais te dire pourquoi purifier. Une fois qu'il a ce corps solide, il faut qu'il ait un mental, plutôt un émotionnel, qu'il est complètement maîtrisé. Mhm. Pas contrôlé, maîtrisé. Contrôler, c'est je ne veux pas mettre en colère, donc je vais faire des méditations, etc., etc., et tout. Mais et selon
selon le stimuli que je vais avoir devant moi, et je contrôlerai le moment où j'ai estimé ce que je pouvais endurer. Mhm. Alors que maîtriser, s'il y a quelqu'un qui est en colère, la colère, on la prend, on l'absorbe, elle peut se réveiller en nous et il faut la sortir parce qu'une émotion, c'est pas quelque chose qui se garde. Mhm. Si elle se garde, ça devient une affection. On devient Mhm. affectif. Mhm. C'est-à-dire notre cerveau va essayer de comprendre et commencer à mémoriser ce qu'on donne l'expérience et à chaque stimuli, il va engager un contrôle. Mhm. Mhm. Pour te donner une autre image, on va prendre la peur. Mhm. Euh, Tu es dans ta maison, il y a quelqu'un qui sonne, tu vas ouvrir, et là, il y a un lion qui est juste derrière. Mhm. Tu as t'auras trois vraiment, selon ton adrénaline, tu auras trois comportements. Soit tu t'es figé, bon, bah là, tu seras le casse-croûte. Soit tu fuis, tu seras le casse-croûte. Oui. Soit tu réagis, tu fermes la porte. Mhm. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ta tête? Est-ce qu'à chaque fois que tu vas voir une porte fermée, tu vas avoir un peur qu'il y a un lion derrière? Mhm. Et voilà, c'est ça. Toi, de cette peur de la porte fermée, du lion derrière, parce que tu as vécu une expérience traumatisante, à chaque porte, tu vas refaire cette émotion qui a été non maîtrisée, qui a été envahissante, qui a été affective, qui t'a affecté et qui t'a laissé une mémoire. Et ça peut devenir une phobie après. C'est-à-dire qu'à Mhm. chaque fois que tu as une porte, tu n'ouvriras jamais une porte. Tu comprends? Je comprends. Et c'est Voilà. vraiment une mémoire qui va rester de génération en génération, ça. Exactement. Ce qu'on Mhm. appelle l'hérédité émotionnelle. Mhm. Voilà. Et donc le chaman, si tu veux, avant qu'il te laisse aller batifoler avec autre chose, ben, il faut que tu sois, tu comprennes déjà toi. Il faut que tu comprennes ton histoire, quoi. Mhm. Donc, moi, ce que j'appelle souvent, avant toute initiation, c'est d'aller travailler ses racines. Ce que j'ai fait, tu vois, avec ma culture, avec mon arbre généalogique, il a fallu que je trouve d'où je viens véritablement, que je comprenne pourquoi plein de choses sur les Templiers étaient souvent dans ma vie, etc., etc. Donc après, tout d'un coup, tu te dis, bah oui, je comprends. J'ai cherché à comprendre toute ma vie. Je me suis mis dans des lieux, tu sais, de la Champagne, je suis atterri à Montpellier. Après, de Montpellier vers Carcassonne, voilà, Font-Romeu. Je suivis le chemin des Templiers. Hein. Je me suis Mhm. toujours trouvé dans des rues à côté de places templières. Alors peut-être est-ce un hasard, Mhm. sans doute, sans doute. Mais ce hasard-là était là pour me faire comprendre. Donc, c'est ça. Donc voilà, donc mon premier travail, ça a été déjà de me confronter à moi-même. Oui, bien sûr. C'est la base, hein. Ouais, c'est la base. Et donc, ce maître taoïste, une fois qu'il t'a appris à te connaître toi-même, il t'a encore enseigné quoi après? Alors il m'a enseigné. Alors là, ça devient, ça t'es tranquille. Mhm. Voilà, l'enseignement est très tranquille. Après, on recommence tout. Donc Ah. on va recommencer le physique et et puis là, on va t'apprendre à travailler ton physique, à travailler tes émotions et à travailler ce que on va appeler le mental, mais pas dans mon concept. Le mental, voilà, tout ce néocortex, tout cette conscientisation du moment présent. Mhm. Voilà. Donc, bah, c'est un apprentissage, hein, comme je t'ai dit. Bah voilà, j'ai appris à avoir les yeux bandés et à, à dire quand la nuit tombe. Ah bon?
Voilà. Donc, à peu près, voilà, tu sais qu'à peu près le soleil va se coucher vers 7 heures. Bah, à 18 heures, tu bandes bien les yeux, il n'y a aucune lumière qui traverse. On fait un travail vraiment bien masqué. On s'assoit dans une position. Bon, moi, c'était une position zazen, hein, donc une position jambes croisées, une sorte de méditation, mais c'était pas de la méditation. Euh, et mon maître à côté, et je devais dire là. Il fallait que je dise le moment présent où la nuit tombe. Ah, Alors là, c'est fabuleux. Bon, pas trop fabuleux pour les conspirateurs de planètes plates, rondes, cubiques, excentriques, parce que là, ils disent non, non, mais là, ça, c'est pas possible, ça, tu peux pas. Mais voilà, déjà posez-vous la question, tous là qui m'écoutez, comment on sait à quel moment la nuit tombe? C'est aucune. magique, hein? Ouais, Aucune idée, hein? Et pourtant, c'est c'est fou. magique. Ouais, c'est magique. Parce qu'on est coupé de notre monde, on est coupé de ce qui est autour de nous. Mais est-ce que tu sors de ton corps et puis tu sais ce qui se passe autour, donc tu Oh t'en fous de là là, Sylvano, quoi? qu'est-ce que tu veux que je sorte de mon corps? Je suis en train de te dire que justement, le plus important pour un chaman, c'est d'être dans son corps, c'est pas de sortir de son corps. Ils sortent pas de leur corps. Mais non. Pourquoi tu veux Déjà, qu'ils sortent de leur corps? je sais pas, pour faire des voyages astro. Oh, super, ah, génial. On te demande de travailler sur l'émotionnel et toi, tu prends le, comment, le vaisseau émotionnel et tu dis, tiens, alors, tu n'as pas travaillé tes émotions et toi, tu prends déjà le vaisseau intergalactique. Waouh, super. J'essaie de comprendre avec mon cerveau droit, cartésien, gauche, Et ben, cartésien. tu vois, et ben, Voilà. tu vois. Alors là, tu viens de monter dans un super vaisseau galactique, tu vas rencontrer des êtres exceptionnels du monde astral, tu vois, et puis, mais ils vont te rouler dans la farine. T'as pas travaillé sur les peurs, t'as pas travaillé sur l'abandon, t'as pas travaillé sur la notion de justice, t'as pas travaillé sur la notion d'estime de soi, t'as pas travaillé. Ils vont te faire quoi? Et comment tu fais alors pour savoir qu'il fait nuit? Ah, toi, ça t'intéresse, hein. Ah bah oui. Allez, allez. Bon, s'il y a 5000 5000 pouces bleus, on y va. Non, je rigole. Bon, bah, c'est très simple. J'ai dit, il faut faire attention à ce qui nous entoure. Nous avons deux mondes, le monde diurne Mhm. et le monde nocturne. Donc, nous avons des animaux qui jacassent. Ah, Oh, fabuleux, hein? bah Donc, à 18 heures, voilà, ben, tu as plein d'animaux qui sont les animaux diurnes oui. qui font leur petit travail. Et il arrive un moment où il y a un silence. Il n'y a plus aucun animal qui jacasse. Alors, ça dépend des fois des régions, mais c'est aux alentours de, on va dire, de 10 à 20 minutes. Et tout d'un coup, tu as d'autres animaux qui arrivent. Et quand les animaux nocturnes commencent à arriver, la nuit vient de tomber. Mais oui, c'est sûr. Je peux pas penser à ça, ouais. C'est sûr. Ouais, mais on n'y pense pas parce que justement, on ne fait On n'a plus pas, attention. on a oublié d'écouter On a oublié. Parce que quand je vous dis, déjà, je vous conditionne. Hum, Quand je vous dis, quand la nuit va tomber, la première chose que vous conceptualisez avec votre cerveau, c'est de voir la hum, nuit tomber. C'est pour hum. ça qu'on enlève la vue. C'est ça. C'est trop facile. Bah, c'est surtout le moyen le plus rapide et le plus efficace pour avoir une information, qui est souvent le moyen le plus erroné parce que notre émotionnel s'en sert énormément. Hum, Donc voilà. Donc tu viens d'apprendre et tu feras l'expérience et hum, je vous promets, tous ceux qui ont des enfants, faites ça, c'est magique. C'est une bonne idée, ça. C'est magique parce que vous allez, bien sûr, ils vont pas comprendre, ils vont râler, etc. Mais le jour
où vraiment vous commencez à leur expliquer et qu'ils prennent conscience qu'il y a deux mondes, c'est extraordinaire. Et je peux vous dire aussi un petit secret, quand vous avez un bébé, regardez bien à quel moment il pleure le soir. Et souvent, c'est quand la nuit elle tombe. Parce qu'il y a deux mondes qui changent. Il y a bien un monde dur, avec une faune, une flore, une puissance, une énergie, une vibration qui est en Mhm. rapport avec la lumière, qui est en rapport avec le soleil, qui est en rapport avec les photons, etc., etc. Et l'autre monde est complètement différent. Et Mhm. ça, voilà, on commence à rentrer dans la compréhension chez eux du yin et du yang, de la dualité, du féminin, du masculin. Et voilà, juste une petite expérience comme ça commence à déjà à te faire comprendre, mais dans ton corps, des notions bien particulières. Ouais, ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Alors après, si tu veux, après, je peux te dire encore un petit truc. Juste après ta petite mort initiatique où tu te sens très tranquille, tu te dis waouh, ça y est, je suis un chaman, je sais guérir. Et, mon petit maître, il m'a fait creuser un trou avec une Mhm. petite pelle. J'ai Mhm. creusé mon petit trou. Là, tu commences à te demander s'il n'est pas psychopathe quand même un petit peu. Hein. Ça m'a effleuré, hein. Je te dis pas, j'ai une pointe trou, pourquoi faire Creuse. Ok. Alors, tu creuses, et je dis, mais combien Je me voyais déjà, bah, tu vois, creuser ma tombe. Alors, j'ai dit, ah, là, la mort initiatique, je vais bien la vivre, tu vas voir. Elle va être définitive, la mort initiatique. Salut, je vais venir hanter Sylvano de l'autre monde. Non, non. Et donc, c'est juste pour que, à peu près une 20, ouais, à peu près ça, voilà, ça fait, à peu près ouais, 25-30 centimètres. Mhm. Il te fait allonger. Ça, c'est rigolo. Tu te dis, mais purée, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi? Et là, il prend la pelle et il te recouvre de terre. Mhm. Et puis voilà. Puis il te laisse. Hein. Bah ouais. Bah oui, il te laisse. Super. Alors, première chose, tu ressors vite. Bah Tu oui. ressors très vite. Et puis voilà. Et puis il est plus là. Hein. Et il s'est barré. Hein. Et toi, tu te retrouves tout seul, hein, presque en train de suffoquer avec de la terre dans les narines, dans le truc, dans les yeux, etc. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi? Mais c'est pas Mhm. possible. Puis voilà. Et puis le lendemain, il te redonne l'appel. Et là, tu fais, oups, j'ai dû louper une étape là. Mhm. Et tu recommences à petit creuser. Tu fais ça et tu remets, il repart. Et ben là, tu essaies de rester le plus longtemps possible. Et puis, quelques jours. Hein. Ah mince. Ces étapes-là du corps, elles sont extraordinaires. T'en prends plein la gueule, on peut le dire. Et ouais, bah, jusqu'à temps que tu comprennes que tu viens de simplement rentrer dans le monde minéral, Mhm. la première dimension, le monde du silence, cher Cousteau, euh, la non-action, Mhm. le point. Waouh! Je viens de comprendre dans mon corps ce que c'était ne pas bouger, avoir aucun mouvement. Tous les points de mon corps étaient sans mouvement apparent, bien sûr, mais les points visibles étaient immobiles. Voilà. Dans ton corps, il vient de faire comprendre la première dimension. Waouh, ça c'est Mhm. super. Bah, c'est pas fini. Quand tu penses que, ouais, t'as marre, c'est bon, t'as passé 3-4 jours avec la pelle, Mhm. il te laisse à peu près une journée pour respirer, etc. Et il te revient avec la pelle. Aïe. Ouais.
Et là, il te dit de creuser un trou moins grand, plus cubique, où tu es juste en position de fœtus. Et alors, donc, t'avais, au premier tu avais à peu près 5 centimètres de terre. Donc, tu vois, tu pouvais garder ta respiration, respirer un tout petit peu. Tu sais, c'est un peu comme tu respires dans une paille très fine. Mhm, Tu mhm. vois, mais c'est plein de choses, c'est plein d'enseignements. La première dimension, c'est la respiration, c'est quelque chose qui calme. Tu calmes ton être, hein, tu calmes ta respiration, les fluides, le cœur, etc. Et tout quoi. Et la deuxième, le trou, bah, t'es en fœtus, et là, t'as à peu près 25 centimètres de terre au-dessus de toi, quoi. Ouais, comme tu dis. Bah, quand tu les as, bien sûr, il y a une position, hein, tu as une position de fœtus où tu mets une petite poche d'air sous ton nez pour pas qu'il y ait vraiment trop, voilà. Parce qu'il te montre comment, hein, il m'a montré la position. Donc une position de fœtus très 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 fœtus, mais et tu t'aperçois que c'est la position que tu as dans le corps de la femme, Mhm. ventre de ta mère. Tu es dans cette position-là, quoi. Et cette expérience-là, je vous fais le détail encore parce que ça n'a pas duré tout de suite. Hein. Je suis pas la science qui fuse. Je comprenais rien. Donc tu as bien vu déjà rien que pour visionner avec un ordinateur, tu as vu le nombre de temps qu'on a mis. Tu vois comment je fonctionne. Mhm. Moi, je fonctionne avec mon corps, donc il faut vraiment me montrer dedans, quoi. Mais donc après quelques tentatives, eh ben, il faut y aller là-haut, hein. Faut prendre ta respiration. Et bien là, tu commences en fait à faire des petits mouvements avec tes mains, etc. Tu vois. Et ce petit mouvement, tu t'essaies d'ouvrir la terre, tu vois. Et puis tu fais comme ça et tu essaies de sortir la main pour pouvoir écarter. Deuxième dimension. Que fait une plante dans une racine, dans une graine? Elle fait exactement la même chose. De l'immobilité, de la première dimension, elle se met avec une énergie intérieure à sortir quelque chose, une Mhm. tige, à pousser la terre pour trouver le soleil, la respiration, etc. Donc dans mon corps, je venais d'entrer dans une première expérience, le monde minéral, le monde figé. La deuxième dimension, bah, voilà, c'est les insectes, c'est les plantes, c'est le monde végétal, c'est le monde animal, le monde végétal qui a ce mouvement très vertical. Les champignons, un mouvement très horizontal, c'est des ronds, ça s'étend. Voilà, le système des racines, c'est aussi un système qui peut être soit vertical, soit horizontal. C'est la deuxième dimension, c'est voilà, c'est le plan, on se déplace en plan, on se déplace Mhm. en deux dimensions. C'est bien de comprendre ça, Ouais, c'est parce sûr. que dans notre corps, on s'aperçoit que toutes nos fonctions ouais, vitales, la respiration, manger, respirer, euh, se reproduire, ce sont des fonctions on n'a pas besoin d'y réfléchir. C'est Mhm. des instincts. On est obligé de respirer. On est obligé de boire. On est obligé de se reproduire. Même si on se dit non, on va le faire ça. Non, non, non. Il y a quelque chose au fond de notre corps qui te dit vas-y, fais un gosse là. Parce que on est des animaux. Euh, donc, voilà, donc deuxième dimension, waouh, super. Quelques jours passent, toi, et bah, il te fait danser. Là, tu te dis, non, mais alors, celui-là, il est complètement. Il me fait une tombe, et puis après, il me dit danser. Alors, tu sais, je te promets, pour un cerveau cartésien, c'est tellement déstabilisant que tu sais plus, tu suis, tu regardes, et il te dit de faire un truc, bah, tu le fais, parce que lui, il danse, lui. Et tu peux pas ne pas partager, participer, tu es tout le temps avec lui, 365 jours. Mhm.
Donc tu peux pas fuir, tu peux pas te dire ouais c'est super bon écoute là j'ai ma mère qui m'appelle ouais hein j'ai les potes là non donc bah tu te mets à danser et là dans la danse bah tu commences à découvrir plein d'émotions qui arrivent et la danse c'est quelque chose qui fait en trois dimensions. C'est notre terre, c'est notre système de référence. La trois dimensions, bah voilà, on est dedans. C'est le mouvement. Euh, voilà, on vient de rentrer dans le monde animal. C'est-à-dire, bah, ce monde animal, on rentre dans l'expérience, on va manger quelque chose, tiens, c'est bon. Donc on va essayer de trouver toujours qu'est-ce qui est bon. Voilà. Et au fur et à mesure, il y a un raffinement émotionnel du primate, on va dire comme ça, rapide jusqu'à l'homme. Mais nous, on est des émotions sur pattes. Toute notre vie est conditionnée par nos émotions. Et la danse révèle ça, et c'est ça qui est extraordinaire. Mais Donc c'était de la voilà. danse, juste avec de la danse, ou il accompagnait ça de musique? Oui, il avait son petit tambour. D'accord. Ouais, ouais, il avait des rythmes. Mais après, il t'apprennent les rythmes. Il t'apprend les rythmes. Les rythmes, il te fait. Il y a 5 rythmes. Donc, t'es là. Ouais, super. Alors, le premier rythme, c'est le non-rythme. Hein, c'est le silence. Tu sais que dans n'importe quelle symphonie, les silences sont très importants parce qu'ils donnent du relief à la musique. Mhm. Après, il y a un rythme qui est lent, un rythme qui est rapide, un rythme qui est ludique. Alors, comment je pourrais te dire, ludique, c'est voilà. Mhm. Voilà, c'est les comptines. Mhm. Hein, une souris verte. Voilà. Ça peut être nos tables de multiplication. Un et un font deux, deux et deux. Voilà, c'est un rythme ludique. Après, on a un rythme, on va appeler chaotique. C'est un rythme qui n'existe pas, qui n'a pas de référence harmonieuse, qui va faire. Voilà. Voilà, merci. Je viens de passer la postérité là. Et voilà, des rythmes qui sont nécessaires et chaque rythme a un impact fort sur notre mécanisme à nous, nos organes, nos émotions, etc., etc. Donc la danse, bah, il nous fait danser. Avec le rythme du tambour, tu t'aperçois que ton corps il bouge d'une façon que tu voulais pas. Ah, Mais voilà, il faut être toujours pareil. Comme je te dis, je suis rentré dans la danse 4 mois après. Avoir travaillé beaucoup sur mon corps. Là, je te passe la nourriture aussi. Hein. Les jeunes, quand je te dis purifier le corps, c'est on élimine. Hein. il y avait beaucoup de jeunes. Oui, bien sûr, c'est hyper important. Ouais. Et C'est la hyper nourriture, important. ils mangeaient de tout, ou il y avait des choses qu'ils mangeaient pas? La viande, il ne mangeait pas. Mais D'accord. bon, ça, c'est parce qu'il avait un- une culture vraiment là-dessus, quoi. Donc de sa culture à lui, hein, bouddhiste, taoïste, après, enfin tout son parcours à lui, travail avec le Dalai Lama qu'il a fait, etc. Donc il a un rapport à l'animal qui est complètement différent, etc. Quoi. Et Mais ça, je ils suis mangeaient. désolé pour les véganes de maintenant. Ça fait longtemps que ça existe et que voilà que ça revient cycliquement à la mode cette histoire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc oui, voilà, il y a toi, le corps, la préparation, là, et c'est vraiment avant ce que tu appelles les plantes qui te modifient la conscience, parce que là, on va rentrer dans autre chose. Mhm. Mais pour donner un petit exemple, un truc qui vient là, on parle de première dimension, deuxième dimension, troisième dimension, voilà, c'est encore un mot. Voilà, première dimension, le monde minéral, deuxième dimension, le monde végétal, les premiers insectes, troisième dimension, c'est l'animal,
L'homme fait partie de l'animal, hein, il n'est pas quelque chose qui est au-dessus, ou c'est un animal qui est doué d'une conscience, qui est doué d'une logique, qui a compris que la troisième dimension, c'est la création de l'espace-temps. C'est grâce à l'espace-temps que il y a un passé, il y a un futur, il y a un présent, et que les émotions peuvent exister et que notre cerveau peut travailler dessus par expérience, en anticipant ou en se rappelant. Après, voilà, il y a la quatrième dimension. Ouh, qu'est-ce que c'est, cinquième dimension, voilà. Donc, la quatrième dimension, euh, c'est là où, justement, il y a véritablement le travail du chaman. C'est-à-dire que le chaman paye pour jeter un œil de l'autre côté, de rentrer dans cette quatrième dimension. Pourquoi tu dis paye? Parce que c'est physique. D'accord. Il Parce paye de que, façon. ouais, c'est physique. C'est le corps se modifie, le corps euh, change. Oui, on dit Raconte-nous ça. ah, mais il y a un troisième nez qui pousse. Non. Euh, euh, souvent, dans le chamanisme, on dit, il parle aux esprits ou il parle aux plantes. L'esprit de la plante vient et lui dit, il faut que tu me fasses comme ça, comme ça, comme ça. Non, 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 non. Je suis désolé, aucune plante m'a parlé. Hein, et pourtant, te le dire, hein, tu vois, j'en ai des plantes. C'est sûr. Ah, elles sont tout autour de moi là. Elles ne me parlent pas, mais par contre, on communique. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai peut-être appris à me mettre en résonance avec quelque chose qui existe dans la plante. Alors, il y a un célèbre anthropologue qui a parlé du serpent cosmique, qui a parlé justement de notre ADN. Donc là, on va rentrer dans mon autre dada, tout ce qui va être fractal, holographique, quantique, et tout le bordel. Parce que c'est juste une question de résonance. Mon ADN résonne avec l'ADN de la plante et je sais je sais si elle est bonne ou elle est pas bonne. On va schématiser comme ça. Mais on peut se gourer. Hein. Il y a des essais aussi. C'est une science. C'est pas de la théorie mathématicienne. C'est une science. C'est-à-dire que on teste la plante. Le chaman, il regarde pas la plante, il se dit oh, tiens, ça c'est bon pour ça. Il va rentrer en résonance, il va la prendre dans son corps. Et il va regarder ce qui se passe dans son corps avec cette plante. Et il dit tiens, ça sera bon pour ça. Et voilà. Mais il teste tout. Dans les plantes dites hallucinogènes, le chaman qui en donne, il sait pertinemment tout le fonctionnement dans son corps de cette plante. Et là, je fais juste un petit aparté, mais ça, ne prenez jamais si vous n'avez pas fait un travail de purification, un travail émotionnel, un travail sur vous, parce que ça va être quelque chose qui va donner énormément d'informations dans votre cerveau et c'est votre temps à vous de digérer dans votre corps. Et si vous n'avez pas appris les mécanismes de digestion, ça va être perturbant. Alors, la perturbation, ça peut être juste des maux de tête en allant par une crise de schizophrénie ou d'état bipolaire jusqu'à des pathologies lourdes dans le corps. Ouais, tout à fait. Et ça se développe, hein, hélas, ce genre de oui, mais parce que c'est toujours pareil. Le problème de l'occidentaux, c'est pour ça que mon maître ne voulait jamais m'enseigner. Parce que nous avons
un rapport au corps qui est zéro. Hum, hum, Et on croit que c'est quelque chose qu'on peut lui donner comme ça dans sa gueule et qu'il va jamais sortir l'addition. Il ressort toujours l'addition. hum. Ça Et là met où tu du as temps. raison, attention, danger, hein, tous ceux qui nous écoutent. Ah, danger, danger. Moi, danger, danger. Moi, j'avais comment dire, innocence et cette folie de ma jeunesse. Voilà, moi, j'avais 24 ans à l'époque. Hein. Hum, J'étais pas fini. Hein. Voilà, moi, j'ai été dedans. Mais pareil, je savais pas du tout où j'allais. Et ouais, c'est bien sûr. ça, peut-être parce que je suis passé, parce que je savais pas où j'allais. Hum, Mais par contre, moi, c'était qu'un travail pour découvrir que j'étais moi. C'est-à-dire que chaque travail que je faisais, c'était une confrontation à mes émotions. Et après le travail, mais il est, euh, il est très fort. Quand on commence à travailler sur l'émotionnel avec des états modifiés de conscience, c'est violent. hum, Les peurs se matérialisent ouais, avec des images, avec ce que tout notre cerveau a gardé en mémoire. hum, Et après, alors, soyons simples. Notre émotionnel, c'est notre antenne. Pour hum, l'instant, notre antenne, elle a que 2 canaux sur le million qu'elle peut avoir. Le chaman va faire travailler nos émotions pour qu'on puisse les maîtriser, pour que des 2 canaux, on commence à ouvrir nos canaux et qu'on commence à, grâce à nos émotions, à pouvoir les retranscrire dans notre corps qui va nous les décoder. hum, Mais l'information, on va dire, de ce qu'il y a au-dessus de la troisième dimension, de ce qu'on voit, euh, ça demande un émotionnel qui est complètement calibré, qui est complètement compris, qui est mis en conscience. hum, Quand on va traverser quelque chose qui va réveiller une peur, on sait comment elle va fonctionner cette peur, où elle va nous attaquer. On a le choix de rebrousser chemin, ou on a le choix de l'affronter, ou on a le choix de rester et de voir l'information qu'elle veut nous donner. hum, Mais il y a des étapes. Comme je dis souvent, la première étape, c'est l'ego, hein, notre image. La deuxième étape, c'est la motivation. Il faut être motivé quand même hein, pour vivre sous une yourte, sans eau, sans électricité, se laver à l'eau à 5 degrés. Vivre comme ça, c'est pas facile. hum, Donc une fois qu'on a la volonté, la motivation, on a une volonté, parce que chaque étape est enrichissante, on voit des progrès. Mais quand il y a des échecs, la volonté, elle devient un zéro. Notre motivation devient un zéro. Et ça, c'est la descente véritablement aux enfers. Tout notre émotionnel revient. Et là, quand on travaille dans l'astral, comme on dit, là, nos émotions deviennent très virulentes. Elles se retournent contre nous. Parce hum, qu'elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas qu'on les maîtrise. Elles sont libres. Et, euh, et donc, il faut du courage, là. hum, Euh, faut du courage là. Les gens quand ils font des petits voyages chamaniques et qui prennent des drogues au Mexique, au Pérou, etc., etc. Ils comprennent pas qu'ils vont vomir leurs tripes ouais, bien sûr. euh, et que ça fait mal et que quand ils ont la chance encore de tomber sur un bon chaman qui minimum c'est une semaine, hein, véritablement minimum c'est une semaine. Simplement, avant de rentrer dans ce que j'appelle le démembrement, avant de rentrer dans cette phase où tu commences à te dire oui, je peux être initié. Parce que quand tu arrives, les émotions, elles arrivent mais à plein tube, elles arrivent fortes. Et comme tu sais, la psychanalyse, on découvre tout doucement le problème de la personne émotionnelle. Si on commence à aller chercher le caillou qui est au fond de la mare et qu'on le prend et qu'on le sort, toute la mare devient boueuse. Hum, hum, On peut pas, mais quand on va prendre une plante, elle va pas dire attends,
toi, tu es un petit peu sensible, etc. Je vais y aller doucement. Non, elle va directement, pile poil, dedans, elle arrache tout et tu te démerdes avec ça après. Mhm. S'il n'y a pas le chaman qui est derrière et qui est compétent ou qui calme le jeu, qui te donne la plante derrière, parce que ça, on le voit jamais dans les reportages RMC découverte, etc. On voit toujours le côté, et puis les vrais chamans n'enseignent pas. Mhm. Faut bien comprendre, et je vais calmer beaucoup de monde, un chaman est chaman quand celui-là qui l'a enseigné lui donne le pouvoir. Alors, c'est ça, c'est un terme, hein. Mhm. Mais ça veut dire quand il meurt. Mhm. Ça veut dire qu'un chaman se transmet, mais ça a un prix. Mhm. C'est-à-dire, le jour où j'enseigne quelqu'un, je mourrai. Mhm. Et quand je serai mort, lui va être chaman. Alors, généralement, les chamans qui ont un peu travaillé, ils se disent bon, ok, là, on va lui dire, lui, tu l'enseignes. Eh oui. Petite, un petit parallèle. Un alchimiste n'enseigne pas non plus. Voilà. Hmm. Mais il faut bien comprendre ça. Euh, Non, mais il on, est en- vrai que on enseigne la guérison chamanique, on enseigne le- la- les petits états de modification de conscience qui t'amènent à un état à te dire bon qui je suis et améliorer ta vie. On va mettre ça sur le développement personnel, mais c'est toujours pareil. Ça, c'est des grands mots. C'est apprendre qui on est. Voilà, ça, il y a beaucoup. Ça, on peut apprendre. On peut se retrouver pour se faire une parenthèse pour essayer de se retrouver dans la nature, essayer de se retrouver en tant qu'animal dans ces animaux, de se dire on n'est plus le cancer de la terre, on n'est pas un virus de la terre, on fait partie de la terre. Oui, 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 je suis d'accord. hmm, Maintenant, être un chaman, c'est-à-dire aller de l'autre côté, hmm, ça signifie mourir. hmm, Être un chaman, il faut qu'il passe la fin de son rite d'initiation d'être chaman. Il est chaman quand il meurt. hmm, Mais là, littéralement, c'est-à-dire on fait prendre une plante qui te fait un arrêt cardiaque, qui t'emmène de l'autre côté, et on doit te ramener. hmm, Hein, les cordes, ceux qui un peu qui connaissent un petit peu les cordes un peu, voilà, schématiquement, hein, les cordes d'argent. Ben voilà, tous nos corps sont, on sort le corps émotionnel, on sort le corps astral, on le sort avec le corps mental, on le sort du corps. C'est ça le gardien du seuil. hmm. Il tranche. Quand on dit les âmes sont pesées, etc., il tranche. Et après, de l'autre côté, il y a quelque chose qui ramène ou pas. Mais voilà, euh, on ne peut pas. On ne peut pas enseigner ça. Eh, putain. C'est interdit. Hmm, On ne peut pas. Donc voilà, ça, c'est le chaman qui travaille avec le monde des esprits. C'est qui rentre dans la quatrième dimension, il va parler à quelque chose qui est dans la quatrième dimension, qui n'a rien à voir avec notre dimension. Il va rentrer dans la mécanique quantique, voilà, dans quelque chose où on commence à venir nous travailler. Et voilà, maintenant c'est un travail de corps. Je répète et je répète, c'est un travail de matière. Après, on peut aller dans ces dimensions-là avec d'autres outils. On parlera de l'intelligence artificielle, le côté comme ça. C'est là une autre voie hmm, hmm. d'évolution et on y va dedans. Mais euh, ça n'a rien d'extraordinaire en fait. Parce que les animaux vivent comme ça. Les animaux, ils n'ont pas peur de la mort et ils vivent en harmonie avec ce qu'il y a autour, selon leurs besoins. Et ils font, ils réfléchissent pas, ils ne,
Il n'essaye pas de dire, tiens, si je passe par là, il y aura pas un lion qui va m'attendre, etc. La notion de mort, c'est une notion euh, intellectuelle qu'on met là-dessus. Pour les chamans, c'est juste des passages. C'est juste de passer d'une dimension à une autre. Donc, dans notre travail de corps et d'apprentissage, on le vit à travers notre corps, mais jusqu'à la troisième dimension, parce que on est dans un système où on ne peut pas y échapper. Est-ce que tu as eu l'occasion justement avec ton maître taoïste de discuter des vies antérieures et de savoir si lui avait souvenir de ses vies antérieures? Alors, j'ai abordé et il m'a rigolé. Ah oui? Il a rigolé et il a dit pourquoi tu vois toujours avec tes yeux? Et je comprenais pas. Parce qu'il me dit si tu me dis une vie antérieure, c'est qu'elle est passée. Donc, passé, présent, futur. Donc, tu es dans la troisième dimension, tu es dans ton système de référence. Et là, tu es en train de me parler de quelque chose qui est en dehors de ce système. Parce que ça n'existe pas. Le présent, le futur, le passé, ça n'existe pas. Le temps n'existe pas. Le temps, c'est juste... comment je pourrais t'expliquer ça Alors, on fait une petite parenthèse, si tu me permets. On va parler de bande dessinée. Donc, tu vois, une photo, elle bouge pas. Elle est immobile. Donc, première dimension. Rien ne bouge. On voit un moment figé. Il n'a pas d'espace, il n'a pas de temps. Il est juste là. Si je mets deux photos avec un petit laps de temps de quelques secondes, l'une à côté de l'autre, et je fais ça, je crée une bande dessinée. Tout à fait. Hein? Donc, ma bande dessinée, tu vois, en fait, mes yeux créent un mouvement. Je rentre dans la deuxième dimension. C'est-à-dire, mon cerveau prend la première image, saute à la deuxième image, saute à la troisième image, saute, et il va vite. Donc, le petit moment de silence qui est la barre blanche qui est entre deux images, il occulte. Donc, il crée une sorte d'histoire. Donc, quand tu lis une bande dessinée, tu lis bien quelque chose en deux dimensions, et pourtant, ton cerveau recrée une troisième dimension, une histoire, des personnages, et tu les vois bouger, tu les vois. Moi, j'étais très strange, donc tu vois, les X-Men, etc. Tu voyais tout ça, tu fais waouh, c'était génial. Pourtant, rien ne bouge. Exact. Après, bon, l'étape suivante de la troisième dimension, ben, la photo, ben, toi, là, je sais pas, tiens, c'est les aquariums. Je suis en train de mettre l'aquarium chez moi. Donc voilà, j'ai une photo, hein, de l'aquarium. Donc je la mets en plan. Voilà, tu vois, voilà. Et puis tout d'un coup, de la deuxième dimension, je monte à la troisième dimension. C'est-à-dire que l'image, voilà, les petits poissons que tu vois là, tout d'un coup, hop, et puis ils bougent, etc. Et je la vois là, je les vois bouger. Nous, voilà, on est la troisième, on se voit bouger. Et là, je te dis, mais il n'y a pas des moments de silence aussi? Il n'y a pas une barre blanche quelque part? Ben, c'est quand tu dors. Quand on ne dort pas, on bouge, on est dans la troisième dimension, et il y a une barre blanche, on dort. Et le lendemain, on reprend, et on a l'impression de vivre une vie en continuité. Pourtant, il y a eu bien encore ces barres blanches. Si c'est possible à 1, 2 et la 3 dimensions, qu'est-ce que ça serait la quatrième? La quatrième, c'est simple. Alors, j'ai pas de carré, j'ai pas de cube, j'ai rien. Ah,
qu'est-ce que j'ai à côté de moi? Boum. Un petit vase. Voilà. Alors, normalement, chaque point comme ça, je devrais, en quatrième dimension, tirer une perpendiculaire de partout, une perpendiculaire, et puis on verrait que ça bouge dans tous les sens, ça rentre à l'intérieur, ça sort, il n'y a plus d'intérieur, il n'y a plus d'extérieur. Ceux qui connaissent un peu la quatrième dimension, ils vont voir sur Internet, il y a plein de choses qui sont super intéressantes, ils appellent ça l'hypercube. Voilà, vous regardez et vous comprendrez après ce que je vais dire plus tard si ça vous intéresse. Et mais alors, notre troisième dimension et la quatrième, c'est quoi les blancs? Et c'est quoi les blancs? La mort. Donc on a une vie, une mort, un blanc, une vie, un mort. Et là, waouh, on commence à rentrer dans une notion de loi karmique, comme on dit, ou de vie antérieure. Mais c'est pas une ligne. Sinon, on retourne à la deuxième dimension. On est dans la quatrième dimension. Tout se mélange, tout rentre à l'intérieur, sort à l'extérieur, vibre. Donc pour eux, c'est ça ce concept. Alors, la meilleure image que je peux te donner, encore pour encore bien, on a le choix. Cette ligne-là, la ligne, tiens, je reprends mon câble. Hop là. Voilà, voilà c'est une ligne. Et ben, hop, ça devient un rond, un cercle. Hein? Et ben ce cercle, je me pose là. Et puis je me dis, tiens, ça c'est ma première vie, ma deuxième vie, et voilà. Et je rentre sur une roue qu'on appelle la roue de l'incarnation, etc., etc. Et je reste comme ça, à tourner tout en rond, à me poser la question, quelle était ma vie antérieure? Honnêtement, on s'en fout en fait. Et là, pareil, mais là en 3 dimensions. Et dans la 3e dimension, où tu te situes? Quel est le point où tu peux te placer dans une sphère et tu vois tout? Le centre. Exactement. Eh bien, le centre, c'est ça. Et chaque rayon que tu peux exprimer, ton être exprime un rayon, dis-toi que c'est une vie antérieure. Excellent. Donc, tu t'aperçois qu'on est le centre et on vit des rayons multiples de vie antérieure pour essayer de comprendre nous à l'intérieur. C'est passionnant. Mais si on se met dans la 3e dimension, on va réagir avec l'espace-temps et on va mettre des références, un référentiel. Notre vie aujourd'hui, les vies d'avant, les vies d'après. Sauf que on n'est pas que 3 dimensions. On est plus que ça. Et ça, c'est juste un concept. Alors, c'est vrai que en ce moment, on est une régression intellectuelle, je trouve. De la 3e dimension, on veut nous remettre à la 2e dimension. C'est-à-dire, bah, voilà, d'un globe, on met une terre plate ou voilà, on essaye d'utiliser notre vue. Tu vois, par exemple, si on prend une sphère, je la coupe, on fait des coupes. C'est-à-dire que là, on est dans notre forêt de tout à l'heure. On veut chercher ce que c'est chaque arbre. Donc, on fait des coupes sur notre sphère. Et la coupe devient un cercle. Et ce cercle, bah voilà, c'est notre vue. C'est sûr que si je coupe ma ligne d'horizon, je coupe ma sphère, et évidemment, le cercle qui est comme ça, si je le transpose comme ça, je vois une ligne. Et c'est plat. Mais on fait plein de choses. On essaie de tous les concepts, etc. Et tout. Pourquoi? Parce que ça peut être c'est facile après d'orienter quelque chose. L'intelligence artificielle est faite comme ça.
Nos émotions sont faites comme ça. Les émotions sont des choses qu'on remet à plat. Et une fois que c'est à plat, on peut dire, bah tiens, ça va de là à là, ça a une incidence, ça a une cause, a une conséquence. Est-ce que je recommence? Je recommence pas. En fait, euh, on a le choix. Ah, c'est un grand, le libre arbitre, on pourra en parler de ça aussi. Le libre arbitre, ça c'est beau ça. Libre arbitre. On est libre, mais il y a un arbitre derrière. C'est une notion de liberté qui est un petit peu, moi, qui m'agace un peu. Donc, on a un choix. Je peux aller à droite ou à gauche. J'ai deux façons de travailler. Je peux venir là, aller là, voir si c'est bon pour moi, si c'est pas bon. Si c'est bon, je continue, j'aurai un autre choix, etc., etc. Si c'est pas bon, bah, je rebrousse chemin et je prends l'autre chemin. Mais tu as vu la perte d'énergie qu'on a Énorme. à reculer et à avancer. Si je me mets là, si je sais qui je suis, d'où je viens et où je vais, pour reprendre les grands classiques, je peux voir avec discernement. Est-ce que cette voie-là me convient pour ce que je suis? Oui, je la prends. Quoi qu'il se passe derrière, positif ou négatif, c'est ce que je veux. Sinon, je prends l'autre. Ça, c'est le libre, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'être. Mon maître, un jour, il m'a dit une phrase, qui est Dieu? Déjà, pour un taoïste, prononcer ces paroles-là, il a essayé de me comprendre. Qui est Dieu pour toi? Ça, c'est comme la nuit qui tombe. Hein. On peut, là, tu peux rester pendant des heures avec ton bandeau sous les yeux. Voilà, la seule réponse qu'il m'a dit, c'est une pression. Démerde-toi. Une pression, c'est une belle définition, j'aime bien. Dieu est une pression. Quand elle est orientée à l'intérieur, c'est une impression. Quand elle est orientée vers l'extérieur, c'est une expression. Voilà. Tout est dit dans cette petite phrase. Il y a tout le symbole du Tao là-dedans. Il y a tout. Il y a le jour, la nuit, il y a l'action, il y a la réception, il y a le Saint Graal dans la réception, la coupe. Il y a tout. On y va là. Il y a tout dans ce mot. Mais Dieu, il l'a pas pris dans le sens religieux ou cultuel. Il a pris qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? Qu'est-ce qui te pousse le cœur à battre chaque pulsation? Quelle est cette force qui est orientée vers l'intérieur et qui donne une pression, l'impression, qui est une sorte de gravité? Là, je sors des mots, là, ça va être génial ça. Et l'expression, la force centrifuge qui éclate tout. On l'a ça au fond de nous, juste déjà en parlant, en ayant nos émotions. On le dit, dans notre langage, c'est tellement expressif. On peut le dire. Hein, une émotion, on sent quand elle est à l'intérieur, une colère ou on se fait de l'anxiété, on a une boule à l'estomac. Le trac, on a la boule. C'est une expression, ça? Non, c'est bien une impression. Et quand on éclate avec le grand cri de voix, etc., c'est bien une expression. Donc l'émotion, elle utilise bien quelque chose dans la troisième dimension pour agir en face, sur l'autre, l'interaction. C'est très très beau, j'aime bien cette expression-là. Je garderai. Ouais, j'aime bien aussi. Voilà, j'aime bien aussi. Ah, c'est vrai que dans les chamans, ils parlent plutôt d'esprit, de grand esprit. Voilà, ils ont cette notion-là, mais ils ont ce que l'occidental n'arrive pas trop à bien capter, c'est qu'est-ce qu'une âme, qu'est-ce qu'un esprit, qu'est-ce qu'un homme. Ouais, oui. Alors déjà, voilà,
nous, voilà, quand on travaille là-dessus, on s'aperçoit qu'on est une poupée russe Mhm. et qu'il y a quelque chose qui nous communique d'autres dimensions, et qui sont obligés de passer par la troisième dimension, qui est notre âme, on va dire notre émotionnel. Il est obligé de passer par là pour nous rentrer en résonance, pour rentrer en résonance avec nous. Ça, par contre, ça pourrait faire l'objet d'une encore de 2 heures, hein, parce que mon cher Jean-Pierre. Ouais, je sais, c'est oui, ouais, oula, oula là. Mais je suis juste à mon intro. Mais je t'avais dit en début d'émission, on est duré pour 8 heures, mais Oh j'avais dit, là là, la frustration émotionnelle. Non, je rigole. mais oui, mais c'est pas Mais grave, tu bon, mais vois. oui. Mais déjà, voilà, si on a pu donner un petit aperçu Mais oui, de ça, c'est génial. Puis et moi, ça, voilà, ça nous donne l'important, c'est de. l'occasion de faire, j'ai pris des notes, mais ça nous donnera l'occasion de faire plein d'autres émissions, hein. Je te le dis. Ouais, ouais. Bah déjà, moi, voilà, je parle avec toi comme ça. Voilà, on est dans un bar et il y a des gens qui viennent dans le bar, ils s'assoient aux tables et ils nous écoutent. Voilà, vraiment. Moi, je suis pas là pour dire quoi que ce soit, dire faire ou etc. Je suis là pour converser ce que moi j'ai vu dans ma vie Voilà. et ce que j'ai conceptualisé avec mon petit intellectuel. Voilà. Eh ben, écoute, hein, pour ces 2 premières heures, on va s'arrêter là. Mais ça passait comme Hein. ça passait. Bon, je te vois dormir un petit peu, mais Non, non. je suis concentré. Quand je suis comme ça, je suis concentré. Bon, Et allez, c'est vraiment passionnant. Moi, j'ai adoré. Et je te je remercie beaucoup. compte en faire d'autres avec toi parce qu'effectivement, il y a plein de sujets qu'on n'a même pas du coup abordés. Ah, mais, Mais bon, pour t'avouer, en commençant l'émission, je savais que pipelette comme tu es, ouais, désolé, hein. il y avait no way. Mais non, mais je t'ai même pas coupé et quand je te coupe pas, ça veut dire que c'est intéressant. Et c'était Bon, vraiment voilà. très, très intéressant parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude D'entendre. d'entendre par ailleurs et c'est ça qui est passionnant avec toi. Ok, ben, je vous remercie, je te remercie énormément et je remercie les auditeurs qui vont prendre 2 heures de leur temps à nous écouter dans nos petites délires. Mais ça vaudra la peine. Prenez Ouais, 2 heures. peut-être, peut-être, c'est leur choix. Mais oui, c'est votre choix. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires et de nous dire, de poser des questions à Jean-Pierre d'abord, et puis aussi de savoir quel autre thème qu'on a rapidement abordé, notamment ceux liés à la matrice. Oh là là. Oui, Ouais. que l'on abordera Ouais. certainement dans une autre émission, Voilà. voire 2, parce que le sujet est très vaste. Voire 3. Jean-Pierre, je te Allez, remercie parce que je sais Sylvano. que tu travailles toi demain. Hein. Ouais. Euh, je te fais plein de bisous. Merci, merci beaucoup. Et à très vite, Ciao. Jean-Pierre. Allez, ciao Sylvano. Ciao les auditeurs. Ciao, ciao. Ciao. Bye.